La release 24, alors c'est pas peu dire qu'elle s'est fait un petit peu attendre cette année, hein, puisque traditionnellement, les années précédentes, les releases sortaient au moins les tools aux environs de fin octobre. Là, elle est sortie plutôt fin novembre. C'était lié, d'après les communications officielles ou semi-officielles d'Oracle, à des fonctionnalités qu'ils souhaitaient, qui soient vraiment disponibles au lancement de la release et pas sortir dans un update ultérieur. Donc c'est pour ça qu'ils avaient différé cette release. Mais enfin, elle est arrivée donc depuis fin novembre et il y a déjà eu des packs de correctifs qui sont sortis depuis très récemment. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Traditionnellement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release, elle se décompose en une partie tools, ergonomie, interface, toute la partie technique, voilà, et puis une partie apps, les ajouts sur les transactions fonctionnelles JDE. Donc, on va respecter ce découpage. Donc, je commencerai par ces nouveautés tools. Ensuite, je ferai un focus sur les quelques nouveautés autour de l'orchestrator, qui techniquement fait partie des tools, mais qui est un domaine bien particulier. Donc, on y consacrera une session complète. Et ensuite, je parlerai des nouveautés apps. Alors, pareil, Oracle ne déroge pas à la règle sur cette release. Avec la livraison, on va dire, initiale de novembre, c'est surtout les tools qui sont mis en avant, même si là, ils ont délivré des fonctionnalités apps plutôt intéressantes, comme on va le voir. Mais les nouveautés apps ont plutôt tendance à arriver au fil de l'eau, au fur et à mesure des mois. Il y a déjà d'ailleurs des nouveautés qui sont tombées au mois de janvier. Et je vous en présenterai une à cette occasion. Donc tout ça devrait nous emmener aux environs de 3/4 d'heure et après vous aurez un quart d'heure pour vous exprimer sur ce que j'ai présenté, des questions-réponses, sachant qu'évidemment on restera bien sûr à un niveau overview du fait du timing et du format de cette présentation, mais bien sûr on se tient à disposition pour tout éclaircissement ultérieur dont vous pourriez avoir besoin en nous contactant directement. Donc, les nouveautés tools, Release 24, donc correspond aux tools 9.2.8. Comme toujours, il est à la partie apps qui a été délivrée, la cumulative apps 8. Voilà. Alors, un gros effort a été porté cette année sur la montée en puissance de l'administration technique en web. Alors déjà, ça fait déjà plusieurs années que le mouvement est enclenché, puisque Oracle déshabille de plus en plus les fonctions du poste lourd, qui peut être vu encore comme un archaïsme par rapport aux fonctions web. Et au fur et à mesure des releases, de plus en plus de fonctionnalités qui nécessitaient le poste lourd migrent maintenant et sont réalisables depuis l'interface web. La première que vous voyez à l'écran, elle m'a fait particulièrement plaisir parce que c'est moi une demande que j'avais depuis longtemps dans JDE et qui maintenant s'est concrétisée avec ces tools 9D8. Alors, JDE est constitué de tables dans une base de données, comme vous le savez. Et pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept, sur la base de ces tables, on peut construire des vues. C'est-à-dire, on prend plusieurs tables et on sélectionne des champs dans chacune des tables pour adresser les besoins fonctionnels et voir plusieurs données de différentes tables en simultané. Donc tous les systèmes de gestion de base de données gèrent cette notion. Et JDE, au sein même, gère également ces vues pour le besoin de ces transactions fonctionnelles et leur a donné le nom de Business View. Alors, vous vous êtes sans doute déjà, dans votre expérience JDE, confronté au problème en vous disant JDE a des vues standards qu'il a créées pour ses différents besoins. Celle-là, elle me va, mais il me manque toujours tel ou tel champ que je voudrais avoir sur une restitution particulière.
Donc là, ça imposait soit de demander à votre service IT ou à votre prestataire d'intégration de créer la vue sur le poste lourd et de la mettre à disposition, soit de changer de stratégie et de visualiser les informations agrégées dans un outil de BI ou de reporting opérationnel. Donc dorénavant maintenant, il est possible, l'utilisateur qui a les droits bien sûr, hein, de créer ces vues, donc ces jointures entre tables, directement depuis l'interface web. Alors pourquoi moi je réclamais ça depuis longtemps? Eh bien c'est parce que ces vues, on en a besoin dans pas mal de processus qu'on utilise maintenant actuellement de manière courante, en particulier l'orchestrator, hein, où on fait des recherches sur des données à sélectionner sur lesquelles on va procéder à un traitement. Il était des fois malaisé de devoir adresser une table, puis sur les enregistrements de cette table, adresser une table complémentaire pour finalement arriver à retrouver la donnée qui nous intéressait. Or maintenant, avec ce mécanisme, on peut, sans devoir faire appel à l'administration système ou à un développeur, créer la vue dont on a besoin au sein de l'orchestrator. Également, peut-être certains d'entre vous l'utilisent, mais pas beaucoup, et c'était peut-être l'un des freins à son utilisation, mais il y a un UDO qui s'appelle les One Search, donc qui permet, par le biais d'une barre de recherche dans JDE, en haut à droite, de déclencher des recherches sur des tables ou des vues de la base de données. Et pareil, on se heurte souvent au problème, il me manque telle ou telle information, etc. Donc, j'aurais tendance à penser que la possibilité maintenant qui est offerte de créer des vues depuis le web donnera peut-être un coup de boost à cette UDO qui me paraissait pas mal délaissée dans pas mal d'implémentations. Alors, comment ça se présente? Rapidement. Donc, vous voyez ma fenêtre JDE? Oui. Oui. Donc, vous voyez que là, je suis dans le gestionnaire d'objets en web, l'OMW Web. Et quand je fais ajout maintenant, interface que vous utilisez peut-être pour créer des projets, pour déployer des fonctions d'un environnement à un autre, eh bien, vous avez maintenant une ligne qui vous permet de créer une business view. Bon, on va lui donner un nom. Alors, comme d'habitude, on essaye de respecter les normes JDE. Alors, par exemple, là, je vais prendre un exemple, disons, une jointure entre la fiche article et le code de nomenclature douanière qui se trouve dans une autre table. Hein. Hein? Donc, je me retrouve avec un objet en local. Hein. Bon, là, je pense que si vous créez des UDO, vous êtes assez familier de cette interface, etc. Et donc, la grande nouveauté, c'est que maintenant, depuis le web, on peut faire design et créer automatiquement cette business view. Bon, alors vous avez plusieurs modes. Hein. Le plus utile, nous, ce qu'on va voir ici, c'est la jointure. Hein. Entre deux tables, on va mapper sur des champs clés. Mais il y a aussi des modes union. Alors la différence entre les deux, je ne sais pas trop. Je crois qu'il y en a une, s'il y a des doublons, il la ramène et pas l'autre. Mais voilà, l'union, c'est quand on joint deux tables qui ont exactement le même schéma. Un exemple classique, c'est les lignes de commande client et les lignes archivées dans
dans l'historique qui ont exactement le même schéma, donc la même structure et les mêmes champs. Donc, pour faire ce que je veux, je vais chercher ma table article, c'est celle qui m'intéresse en premier lieu, et je la ramène comme faisant partie de ma vue. Alors, par défaut, la première table que vous mettez, il vous indique que c'est la table maître, les autres étant des tables secondaires. Vous n'êtes pas obligé de les sélectionner dans l'ordre. En cliquant sur le champ sélecteur, vous donnez votre table primaire, vous pouvez changer votre table primaire à la volée. Mais enfin, autant commencer par la première. Quant à la table des nomenclatures douanières, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, F74 4102, donc une acquisition de déclaration d'échange de biens. Donc là, je la rajoute en table secondaire. Donc le fait d'avoir fait ça, vous voyez, ça m'a ouvert un deuxième panneau dans l'écran qui va permettre ensuite de faire les jointures souhaitées entre les deux tables. Également, dans la vue, dans chacune des tables, il y a un certain nombre de champs, c'est un nombre assez conséquent dans la table article. On va choisir les champs de l'une ou l'autre table qu'on veut sélectionner dans la vue. Alors, vous aurez forcément les champs clés, mais après, vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez, par ajout, comme je vais le faire là, ou éventuellement par retrait, en sélectionnant d'abord Select All. Donc là, je vais prendre mon code article et ma description, et puis je vais chercher mon code qui donne le lien avec ma nomenclature douanière. Et sur cette table de nomenclature douanière, le même champ est le champ clé, et je vais ramener le code et la description de la nomenclature douanière. Donc maintenant que j'ai sélectionné mes champs, je vais choisir les tables que je joins, voilà, j'en ai que deux de toute façon, et la manière dont je vais les joindre. Donc là, c'est un petit peu technique, hein, ceux qui sont familiers de Requêteur ou de base de données savent de quoi on parle. Mais une jointure simple, il va chercher les enregistrements qui existent selon les deux tables. Là, pour nous, dans notre cas de figure, il est tout à fait envisageable que dans la base d'articles, on ait des articles qui n'aient pas de nomenclature douanière, donc que la deuxième table ne soit pas renseignée. Donc JDE permet également de faire une jointure left-outer, c'est-à-dire que si dans la table secondaire, l'enregistrement n'existe pas, il sera quand même ramené avec des champs vides pour marquer l'absence d'information. Et évidemment, je joins ma table secondaire. Et ensuite, on va indiquer sur quel champ des deux tables se fait la jointure. Alors, il peut y en avoir plusieurs, en cas de clé composée, évidemment. Mais pour nous, ça va être notre code de nomenclature douanière, et qui devra être équivalent au code de la deuxième table. Et là, je peux valider ma création. Alors, si on a la curiosité, d'aller en Data Browser pour interroger notre vue. Voilà. On voit qu'on a une erreur. Parce qu'en fait, on a créé notre vue, mais elle n'est pas encore déployée. D'accord ? Donc, ça va me permettre de faire une transition intéressante sur la deuxième fonction que je veux vous montrer. Qui est
la possibilité maintenant de déployer des objets en web sans faire de package sur le poste lourd. Alors, de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément celle, si vous avez la curiosité d'aller sur les chaînes Oracle ou visiter les sites, celle qui communique le plus, mais c'est pour moi peut-être la plus importante. C'est-à-dire que jusque-là, ben, à partir de l'ONW Web, sur lequel j'étais il y a quelques instants, on pouvait déployer les différents UDO, les orchestrations et leurs composantes. De toute façon, c'est quelque chose qui peut se faire que du web. Et puis, des tâches et relations de tâches de menu ou des versions d'interactifs. Dorénavant, il y a toute une gamme d'objets, quasiment tous même, des objets classiques, on va dire historiques de JDE, qui peuvent se déployer depuis le web sans faire un package sur le poste lourd. Voilà, l'expression est adaptée. Donc, en particulier, pour les consultants ou les gens qui font du paramétrage, ça comprend entre autres les versions de batch qui seront maintenant déployables sans devoir faire appel à un administrateur système pour les déployer. Ce qui était quand même un petit peu illogique de pouvoir le faire pour les interactifs et pas pour les batchs. Donc, actuellement, les seuls objets qui échappent à ce mode de déploiement sont les tables et les business functions. Alors, Oracle ne s'est pas engagé sur la disponibilité de ces déploiements web. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne sera pas tout de suite, parce que ce sont des objets qui sont liés au compilateur C, donc c'est pas si simple de le faire passer en web. Mais pour tout le reste, ce n'est pas forcément les objets les plus fréquemment déployés. Pour le reste, c'est possible de le faire depuis le web. Alors évidemment, tout ça se fait par le biais d'une nouvelle action qu'on trouve sur le projet qui s'appelle Promouvoir. On pourrait dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, sachant qu'il y a déploiement et déploiement. Si vous faites des customisations, des développements donc, qui comportent des programmes, des data structures, des options de traitement, etc., on aura tendance à dire qu'il faut sans doute plutôt suivre la procédure classique et laisser le développeur en charge de la réalisation du spécifique ou l'administrateur système, le CNC, de le faire. Par contre, dans d'autres cas, on vient de parler pour les versions de batch ou pour notre business view qu'on vient de créer, c'est tout à fait pratique de pouvoir laisser ça à des utilisateurs, des key users ou des consultants en charge de l'installation d'un projet. Donc, eh bien, je vais pouvoir d'ailleurs procéder à cette action sur mon objet. Alors, il faut absolument, alors une action qui doit vous être familière pour les gens qui font des UDO, mais faire un check-in de l'objet. Voilà, il m'a mis le petit demi-cercle qui indique mes partagés. Et maintenant, ici, je vais le mettre. Vraiment. Mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un projet.
Donc là, je sélectionne ma Business View. J'avais partagé tout à l'heure. Donc là, il faut que je la reprenne dans mon projet. Voilà. Voilà, donc là, elle est dans mon projet et je peux maintenant promouvoir mon projet. Voilà. Et maintenant, si je relance mon data browser, je n'ai plus d'erreur, comme tout à l'heure. Et maintenant, ben, je vois ma jointure entre ma base article et ma base de code douanier. Évidemment, pour les enregistrements qui possèdent une correspondance, ben, évidemment, je vois cette jointure sur la nomenclature douanière. Et du fait du type de jointure que j'avais sélectionné, ben, pour les articles qui n'en ont pas, eh ben, ils sont quand même dans la liste, mais les infos des codes douaniers ne sont pas ramenées. Philippe, je peux me permettre qu'il y a quelqu'un sur le chat qui demande est-ce qu'il y a une possibilité de déployer l'UDO sur les autres environnements sans le reconstruire de zéro sur chacun des environnements? PY. Les UDO? Ah oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est pas une nouveauté. En fait, il faut procéder avec un enregistrement de type UDO comme je viens de le faire. Vous changez votre statut de projet. Là, 21, c'est le statut correspondant à l'environnement DV dans les codes standards. Pour passer, par exemple, en PY, en 26, ou c'est tout autre chemin qu'aurait choisi votre administrateur. Et ensuite, dans l'environnement cible, dans le gestionnaire d'objets, une fois que vous aurez fait cette opération, vous verrez vos UDO au statut Pending Promote. Je ne sais pas si j'en ai là quelques-uns. Voilà. Liés au projet que vous aurez choisi ici. Et vous n'aurez plus qu'à approuver. Et les UDO seront disponibles dans l'environnement cible. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que si on fait des cafés one, etc., si on doit les refaire de bout en bout dans chaque environnement, ça deviendrait vite assez pénible. Voilà. Enfin, ça, c'est pas spécialement nouveau, hein, c'est le fonctionnement des UDO depuis qu'ils ont été mis en œuvre. C'est clair? Oui. Et en parallèle, il y a une réponse via chat aussi. D'accord. Voilà, donc pour moi, hein, j'aurais tendance à dire, dans tout ce que je vous dis, s'il y a une nouveauté à retenir de ce que je vais vous dire pendant cette heure, ben, je dirais c'est celle-là. Voilà. Alors là, je vous en dirai pas grand-chose parce que ça concerne vraiment la partie administrateur CNC. Mais l'Update Manager, qui est une aide qui permet aux administrateurs quand ils veulent installer, déployer un package, des ESU, une nouveauté, etc., de savoir les impacts que ça a sur l'installation existante. Alors, ces outils existaient sur le poste lourd, mais là encore, toujours dans la même logique. Ils ont livré les transactions en web
avec une one page dédiée qui regroupe tous ces outils de déploiement. Donc ça vient compléter en fait ce qui était arrivé avec les releases de l'année passée, la possibilité de déployer des ESU depuis le web. Voilà. Donc à retenir sur cette partie tools, l'effort poursuivi par Oracle pour réduire les tâches requises sur le poste lourd à la portion congrue et de pouvoir de plus en plus faire de choses directement depuis l'interface web. Alors, on va passer aux nouveautés Orchestrator, alors qui ne concernent pas cette année, au moins pour le moment, hein, parce que vous savez qu'avec les améliorations continues, des nouveautés arriveront à une cadence trimestrielle au cours de l'année. On ne sait pas encore forcément tout ce qui va être livré, qui ne concerne pas les orchestrations proprement dites, mais des nouveautés autour des notifications. Alors, les notifications, hein, vous savez, c'est ces messages qui sont définis depuis l'Orchestrator Studio, à laquelle des utilisateurs doivent s'abonner pour recevoir un avertissement quand un événement s'est produit. Ça peut être un récurrent ou déclenchement d'une orchestration ou d'une watchlist qui a dépassé un certain seuil, etc. Donc une nouvelle fonction qui a été ajoutée, c'est de pouvoir dans le message d'une notification définir des tâches, c'est-à-dire des actions sur lesquelles l'utilisateur va pouvoir, lorsqu'il recevra la notification, eh bien, mentionner l'avancement de la tâche qui lui a été assignée. Donc, pour ce faire, dans les actions de la notification, vous avez un nouvel icône qu'on voit au centre du slide, activation suivi tâche, et qui permet de définir, vous voyez en bas, des statuts de tâches que l'utilisateur va pouvoir faire avancer au fur et à mesure qu'il complétera les actions en relation avec le message de notification. Alors, ces statuts JDE, on a défini en standard dans la table d'essai qui est mentionnée sur le slide, H98 ITT, mais vous pouvez les personnaliser, vous pouvez en rajouter. Donc, je ne sais pas, pending, waiting, par rapport au statut qu'on voit là. Et dans ce cas, dans la fenêtre de définition du suivi tâche, les valeurs que vous rajoutez se mettent dynamiquement sous forme de nouvelles cases à cocher dans la fenêtre qu'on voit. Pour chacune des tâches que vous sélectionnez, ensuite, vous allez avoir la possibilité dans le message de mettre un lien hypertexte dans le message de notification. Et lorsque l'utilisateur reçoit la notification, le fait de cliquer sur le lien hypertexte correspondant au statut qui a été coché permettra d'avancer le suivi de la tâche. Et ce suivi de tâche, eh bien, en fait, il y a une nouvelle transaction, P980070, qui permet de les monitorer. Alors, c'est du contenu informationnel. Hein, voilà, c'est pour suivre un avancement. À ce sujet, Oracle a mis en ligne il y a quelques semaines, une vidéo d'un pseudo-cas métier qui exploite cette fonctionnalité. Le cas métier, c'était en fait dans un entrepôt, il y a une canalisation qui s'est rompue, qui a noyé des emplacements d'une allée, etc. Et en conjonction avec une nouveauté apps qu'on verra tout à l'heure, la démo exploite ce suivi de tâche en envoyant une notification aux différentes personnes concernées, l'acheteur, le responsable logistique, etc., avec des tâches que les destinataires de notification doivent mentionner qu'ils ont réalisées ou pas,
et qui sont après consultables dans le suivi de tâches. Alors, un petit peu sur le même, dans la même ligne, on va dire, informationnelle, une autre nouveauté des notifications est la possibilité d'activer un rappel. Un peu comme vous pouvez les connaître dans vos messageries. Hein, là, peut-être avez-vous un rappel de la réunion de ce webinaire il y a un quart d'heure ou une demi-heure. Eh bien, un peu, c'est le même principe. L'utilisateur reçoit une notification et il y a la possibilité de notifier un rappel. Donc, en plus, donc, il y a une nouvelle date hein, qui apparaît dans la notification, la date pour laquelle elle a été envoyée, mais également la date de rappel. Et par rapport à ce rappel, une nouveauté qu'on voit sur les écrans est une notion de statut qui permet de visualiser l'échéance de la notification qui est soumise à un rappel. D'accord ? Bon, je vais vous montrer après comment ça se présente sur l'écran des notifications. Et l'utilisateur a la possibilité de paramétrer l'intervalle, le délai avant qu'une notification avec un rappel expire pour voir apparaître un pop-up qui lui dit attention, vous avez une notification qui arrive à échéance et consultez votre panneau de notification ou le message center pour voir les notifications en question. Donc, si on retourne dans JDE ici, là, j'ai quelques notifications en cours de route. Donc, vous voyez qu'il y a un petit drapeau maintenant qui est lu ici. Alors, même si dans la définition d'une notification, vous n'avez pas de rappel, eh ben, vous avez la possibilité d'en positionner un. Et dans ce cas, il change la couleur et le design de l'icône correspondant. Une particularité, ben là, vous voyez, j'en avais une sur laquelle j'avais fait des tests qui correspondaient d'ailleurs à celle de suivi de tâches qu'on a vu juste avant. Quand un rappel est échu, vous voyez, il met un petit icône, point d'exclamation rouge, etc., pour dire qu'elle est échue. Si vous allez sur le message center, worklist, my worklist. Ah. Allez. J'aurais dû me mettre sur cette page en arrivant. Parce que je vais aller. Ah, voilà. Donc, sur le panneau du Message Center, vous retrouvez l'information ici du statut du rappel. Et donc, nouveauté, dans le Message Center, vous avez la possibilité de trier maintenant par cette date de rappel si elle est gérée sur la notification en question. Ici également, dans l'entête, vous avez un petit icône qui vous indique les notifications qui sont échues et également celles qui seraient proches de leur expiration, c'est-à-dire qui sont symbolisées par la petite cloche jaune, l'icône de petite cloche jaune.
Voilà. Donc évidemment, et c'est le cas d'ailleurs dans la vidéo qu'Oracle présente, les deux fonctions sont combinables, sachant qu'on peut attribuer des tâches à des utilisateurs de notification et puis en plus leur paramétrer une date de rappel pour dire bah, attention, n'oublie pas de traiter ces actions, les actions que tu as reçues dans la notification. Deuxième pan de nouveauté qui est arrivé avec ces nouveaux tools. Dans l'orchestrator, maintenant, depuis la release 22, le workflow, la vieille fonction historique du workflow, a été incorporée dans l'orchestrator Studio. Et clairement, le but d'Oracle, c'est de les présenter, enfin de pousser l'utilisation de cette fonction, de la sortir un petit peu du placard où elle était rangée depuis des années. Et ça passe par le fait de rendre la fonction beaucoup plus user-friendly qu'elle l'était avant. Donc, elle a été incorporée au sein du studio avec la possibilité d'être lancée, d'activer des workflows depuis des orchestrations et symétriquement de lancer des orchestrations depuis des workflows. Donc, tout ça dans une logique là-haut, no code, là où avant, pour mettre en place cette fonction, il fallait forcément du développement. La fonction souffre encore d'archaïsmes qui sont liés au fait que Oracle se doit d'assurer la rétrocompatibilité avec les vieux workflows existants. Et parmi celles-là, il y avait les données, les paramètres qu'on doit passer au workflow, les variables sur lesquelles on veut que le workflow agisse. Donc, il y avait besoin de regrouper tous les champs qu'on veut au sein de data structure, qui, pareil, doivent être des éléments préexistants. Il n'était pas facile de savoir quelles données choisir pour le workflow qu'on voulait mettre en place. Donc, pour aider à ça, Oracle a livré 2 data structures génériques prédéfinies qui peuvent être utilisées dans n'importe quel workflow. Avec, vous voyez à l'écran, il y a une demi-douzaine de champs de chaque type, des chaînes de caractères, des nombres, des dates, etc. Et qu'ensuite, dans le workflow, on peut appeler aux données fonctionnelles dont on a besoin dans le workflow considéré. Donc, elles sont utilisables à volonté et avec le panel de variables et de types de données qu'on a, on doit pouvoir répondre à la quasi-totalité des besoins. Gardons également à l'esprit, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que comme maintenant on peut créer la plupart des objets par l'OMW Web, c'est aussi le cas de ces fameuses data structures. Donc, si jamais on était coincé et que le fait que ces data structures standards fournies par JDE, pour une raison ou une autre, ne conviendraient pas, il serait toujours possible d'en créer une nouvelle par l'OMW Web qui fitterait complètement notre besoin. Et enfin, la deuxième nouveauté autour des workflows, qui est soi-disant la fonction qui a différé un petit peu la mise à jour de la release, c'est le Workflow Monitor. Qui permet de piloter l'exécution des workflows sur le modèle de la page Orchestrator Monitor que, si vous gérez les orchestrations, vous devez connaître. Donc pareil, c'est un revamping graphique des transactions historiques de suivi du workflow qui existaient déjà. Et vous voyez, là, quelques exemples de tests de workflow que j'ai fait ces derniers temps. Et vous pouvez, sur le modèle de l'Orchestrator Monitor, suivre l'exécution des workflows, le temps d'exécution, évidemment le statut si ça a marché ou pas, et pour chacune des étapes du workflow, son temps d'exécution et quel chemin du workflow on a suivi pour aller du début à la fin.
Donc, sur cette partie Tools, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais accélérer parce que le temps passe. On va passer sur les nouveautés apps fonctionnelles. Bon, évidemment, il y en a, je n'ai pas tout décrit, hein, il y en a des plus mineurs que d'autres, comme d'autres. Hein, ça va de la nouveauté, de la véritable nouveauté au very quick win. Hein. Et comme je le disais en préambule, traditionnellement, les nouveautés apps, contrairement aux tools qui sont mis à jour à une cadence régulière, les nouveautés apps tombent au fil de l'eau, au fil des mois, sans qu'il y ait vraiment de cadence prédéfinie. Du coup, là, un petit tableau, je ne vais pas tous les détailler, je parle après de celles qui me paraissent les plus importantes, mais qui vous montre un résumé des fonctions depuis la sortie de la release novembre 23. Et il y en a quelques-unes qui viennent d'arriver avec en janvier, bon, pas forcément importante pour nous, hein, il y a pas mal de localisations pour des pays étrangers. Voilà, mais enfin, en tout cas, comme tous les ans, ces nouveautés apps s'enrichissent au fil des mois. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu pour lequel je voulais vous parler plus en détail? Alors déjà, ça, c'est pas tout à fait lié à la release 24, puisque si vous êtes, par exemple, en 9.2.7.4, vous pouvez quand même l'utiliser. C'est Enterprise Automation, sur lequel Oracle avait communiqué autour de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, vous connaissiez peut-être, il y a quelques années, Oracle avait mis à disposition un formalisme de page composite, dit One Page, qui s'appelait UX1, qui était centré autour d'un triptyque d'un panneau d'alerte, de charte graphique et d'un panneau d'action sur la droite. Donc, le triptyque analyser, agir, avertir, analyser, agir. Voilà. À ma connaissance, ce formalisme de page n'a pas connu un grand succès. Alors, je ne connais pas toutes les implémentations worldwide de JDE, loin s'en faut, bien entendu. Mais en France, je l'ai très peu rencontré. Et à mon avis, selon moi, c'est parce que ça écartait du formalisme des pages la fonctionnalité qui était la plus appréciée, à savoir les menus en diagramme flow, c'est-à-dire en enchaînement de tâches. Voilà. Donc, je pense qu'Oracle a pris acte de cet insuccès des UX1 et donc il propose un nouveau formalisme de pages standard, donc qui sont téléchargeables à volonté, hein, Enterprise Automation, qui, eux, remet les menus diagramme flow au cœur de la page, comme on le voit à l'écran. Et elles exploitent ces pages, les nouveautés très récentes, donc des avant-derniers tools maintenant, puisqu'on est en 9.2.8, hein, les 9.2.7.4, donc bien sûr, pour exploiter ces pages, c'est un prérequis, qui permettent de positionner les alertes, les watchlists en badge autour des box, comme vous le voyez à l'écran, et également le fait de pouvoir appeler des sous-pages à l'intérieur d'une page pour modulariser des sous-process. Donc, personnellement, je trouve effectivement ces pages beaucoup plus fonctionnelles que le modèle UX1 d'il y a quelques années. Et pour moi, c'est une bonne base de travail de processus standard desquels partir pour ensuite, vous, clients, customiser vos propres pages, vos propres process. Alors, Oracle a délivré en même temps que la release 24, même si, comme je dis, hein, les 9.2.8 ne sont pas un prérequis, des pages liées au processus achat et au processus de logistique autour du module transport. Il est plausible qu'ils en délivrent prochainement pour les autres modules, et en particulier, on peut penser au module vente. En transaction fonctionnelle,
L'upselling sur commande fournisseur. Alors, pareil, depuis quelques années, les fonctions de la tarification avancée qui présentaient des limitations côté fournisseur par rapport à l'équivalence sur les commandes clients, Oracle les comble petit à petit. Il y a quelque temps, il y avait eu les fonctions de retarification groupe et pied de commande qui étaient arrivées. Et là, c'est le tour de l'upselling, c'est-à-dire la possibilité d'informer en saisie de commande quand on saisit une quantité de commande, qu'on n'est pas loin d'un palier de commande qui permettrait de déclencher une tarification plus intéressante. Donc, c'est exactement symétrique de la fonction qui existe depuis plusieurs années côté vente. Dans l'entête d'ajustement, on définit que c'est un ajustement d'upselling. Bon, classiquement, dans le détail, on définit les différents paliers de commande. Et on a une nouvelle option de traitement dans la saisie de commande où on indique le pourcentage de proximité de la quantité qu'on commande avec le palier pour déclencher l'avertissement d'un warning pour dire attention, tu es proche d'un palier où tu aurais un prix dégressif. Et une fois qu'on a ce warning, eh bien, il y a une option ligne en saisie de commande qui permet de voir les paliers et éventuellement, si ça intéresse, de sélectionner le palier supérieur et auquel cas d'ajuster la quantité sur la commande pour bénéficier de la remise plus intéressante. J'aurais tendance à penser que c'est peut-être même plus utile sur les achats que ça l'était à l'époque sur les ventes. Une fonctionnalité qu'on a également attendue depuis longtemps et qui maintenant est une réalité. Hein. J'attendais beaucoup les business view en web. Côté fonctionnel, on dira, c'est le blocage d'emplacement. Hein, comme vous le saviez, jusqu'avant, ce que JDE pouvait faire, on ne bloquait jamais un emplacement en tant que tel. On bloquait des quantités sur un emplacement via une notion de statut qui pouvait être lié généralement lié à un lot ou un numéro de série, mais qui pouvait être également lié à une quantité sur un emplacement, même si on ne gérait pas de lot. Néanmoins, on ne pouvait faire ce blocage qu'en mouvementant des quantités sur un emplacement ou un lot. Maintenant, il y a la possibilité, via un nouveau champ dans la table des emplacements, de bloquer un emplacement a priori. Donc, en fait, tout ça par le biais d'un nouveau champ lié à une table UDC, nouvelle table UDC. Bon, les valeurs sont libres, c'est le champ traitement spécial, hein, comme souvent chez JDE, qui va conditionner ce qu'on peut faire. Donc, avec 4 valeurs qui sont gérées. Alors, blanc, c'est comme avant, ou toute autre valeur différente des 1, 2, 3, 4, c'est comme avant, c'est-à-dire que c'est juste le statut au niveau des quantités ou des lots qui pilote le comportement du stock. Donc, la valeur 1, on peut juste entrer des quantités. La valeur 2, on peut juste en sortir. La valeur 3, on ne peut rien faire. Et la valeur 4, on peut faire des entrées ou des mouvements de stock, style transfert, etc. Mais par contre, on ne peut pas allouer les quantités sur ces emplacements via les processus de réservation de la commande ou autre. Alors, j'ai parlé tout à l'heure la vidéo promotionnelle d'Oracle qui mettait en lieu le suivi de tâches et notifications. Elle mettait aussi en place cette fonctionnalité. Hein. L'idée, c'était, dans le cas métier, dans le scénario, il y a une canalisation qui s'est rompue. Vite, on bloque l'allée où il y a tous les emplacements, ce qui évite de devoir individuellement bloquer chaque quantité de chaque lot sur tous les emplacements de l'allée. Parce qu'il n'empêchera pas que le service qualité voudra, a posteriori, probablement mettre de tels lots en quarantaine. Néanmoins, ça permet d'agir dans l'urgence, dynamiquement,
et d'empêcher que les quantités sur ces emplacements gâchés soient utilisables. On peut envisager également d'autres utilisations, hein, comme le fait d'avoir quand on veut isoler du stock pour une raison ou une autre, hein, on peut penser par exemple à un emplacement de retour qui là serait bloqué a priori, on va dire, et pas seulement quand on ferait le mouvement de retour, hein, où traditionnellement on avait plutôt tendance à isoler ça dans un magasin qui était une donnée beaucoup plus étanche qu'un emplacement dans JDE. Et voilà, maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, on doit pouvoir envisager des utilisations de ce type pour réserver du stock pour des clients, etc., ce genre de choses. Philippe, il est 14h56. Yes, j'accélère. OK. Et il y a une question après que je poserai. Donc, alors attention, cette fonctionnalité, juste que je voudrais apporter une précision, c'est, vous voyez, il y a beaucoup évidemment, sans surprise, hein, il y a beaucoup de transactions de beaucoup de modules qui sont touchés. Donc, il y a pas mal d'ESU à installer pour en bénéficier. Ces ESU peuvent également avoir leurs propres prérequis. Donc, si vous n'avez pas installé 2U depuis longtemps, l'effort d'installation pour bénéficier de l'ESU pourrait être assez conséquent du fait du nombre de transactions qui sont impactées. Alors, une nouveauté assez importante, l'alimentation automatique du stock de sécurité. Hein, au niveau de la fiche article magasin, vous avez le champ stock de sécurité qui sert entre autres dans le calcul des besoins, dont l'alimentation était forcément manuelle avant. Maintenant, vous avez un batch qui permet de l'alimenter automatiquement selon plusieurs formules. L'intérêt également, ce batch dispose d'un mode final et d'un mode préliminaire. Alors final, le sens usuel qu'on lui donne, hein, c'est-à-dire il met à jour le champ dans la table concernée. Préliminaire, c'est un petit peu spécial. Il ne se contente pas d'alimenter, de mettre un PDF, mais sans rien faire d'autre, mais il alimente une table intermédiaire où l'utilisateur peut voir les suggestions qu'a fait le système et ensuite bénéficier d'une action pour les valider. L'intérêt également de l'existence de cette transaction, c'est qu'on peut vous ajouter des enregistrements directement dans cette transaction sans faire appel au batch. Donc, ce qui ouvre la voie à avoir un propre calcul de formule de stock sécu hors système, maison, hein, ce qui peut être utile, et ensuite de pouvoir les injecter par import dans JDE. Alors, en toute transparence, ce batch et cette fonction ne bénéficient pas pour le moment d'un bulletin très détaillé dans JDE. Donc, même nous, actuellement, on est encore un peu en R&D sur le principe de fonctionnement des différentes formules. Donc, une qui se base sur l'historique de vente, une qui se base sur l'historique de mouvement, enfin, ou sur les séries chronologiques du calcul des besoins. On est encore en R&D là-dessus. Mais il est clair que je pense que c'était demandé d'ailleurs sur le support Oracle par un utilisateur, ça serait bien qu'Oracle délivre un bulletin détaillé sur cette fonction pour voir un petit peu comment tout ça est fait sans devoir faire de la rétro-ingénierie dans le code du programme pour voir comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez ce qu'on a pu déduire, mais il nous reste encore des choses à éclaircir et pourquoi pas, quand on sera au clair là-dessus, faire un webinaire dédié. Et enfin, une nouveauté, c'est une demande assez lointaine, hein, qui vient d'arriver en janvier 24. Sur les commandes clients, on a des préférences qui permettent de calculer des délais de livraison et des délais de préparation et d'ajuster les dates. Et bien maintenant, on peut s'appuyer enfin sur les jours ouvrés des calendriers. Voilà. Avant, en full standard, il n'y avait que le module transport qui en était capable. Maintenant, avec le module vente, on peut le faire via de nouvelles options de traitement dans la saisie de commande. Dernier point, et après, je vous passe la main pour des questions. Alors, ce n'est pas du tout lié à la release 24. C'est quelque chose sur lequel je voulais faire un focus parce que, à ma grande surprise, Oracle ne communique pas là-dessus. Vous avez un bulletin, mais si vous cherchez Monitoring Analyzer sur le My Oracle Support,
vous trouverez le butin correspondant. Ce sont des scripts que fournit Oracle, évidemment installés par l'administrateur système, et qui permet de déclencher des requêtes d'intégrité sur la base de données JDE, avec un tableau de bord qui permet de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et dans le détail, vous pouvez même retrouver le code SQL des requêtes de contrôle qui ont été faites. Donc, il y a tout un jeu de requêtes là-dessus. Une première fournée qui était des contrôles vraiment d'intégrité plutôt technique de la base, mais ils en ont, sur la compta fournisseur, ils en ont livré un plus récemment qui fait des contrôles un peu plus fonctionnels et peut-être vont-ils les enrichir pour les autres modules. Mais je voulais en parler parce qu'il me paraît quand même étonnant qu'Oracle, à ma connaissance, ne communique pas du tout là-dessus. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu long. Ben, je vous passe la main pour des questions. Oui, il y a eu si vous en avez. Il y a eu des questions, mais qui ont été répondues dans le chat. Dans le chat. Voilà. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, ben on laisse. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long au début, mais enfin, je voulais aussi vous présenter, ne pas faire que du slide et vous montrer ces nouveautés directement en live. Donc, j'ai une question. Voilà. Oui. Où est-ce qu'on peut se procurer le cumul des nouveautés concernant les tools depuis, par exemple, les tools 9.2.5.3? Alors, sur le site, là, c'est le. Sur l'OrangeIDE. Le Exap, là, le Apex Apps. Apex Apps. Ah, le compa release, oui. Ouais. Alors, j'allais dire plus spécifiquement autour de l'orchestrator sur l'OrangeIDE, vous avez une frise chronologique qui vous montre les nouveautés tools release par tool release. Sinon, comme Suzanne vient de le mentionner, vous avez un lien que vous pouvez, depuis l'OrangeIDE, vous tapez dans la barre de recherche compare release et vous avez la possibilité de voir les nouveautés. Alors attention, si vous partez de loin, ça peut être assez conséquent le report, mais vous pouvez voir toutes les nouveautés d'une version, d'une release à une autre. Aussi bien sur les parties tools d'ailleurs que sur les parties apps et module par module. Je vous ai envoyé le lien d'ailleurs du site en question. Ben voilà, enfin, s'il y a un site de connaissances JDE à retenir, hein, c'est learnjde.com. C'est une mine d'informations et vous trouverez des tutos, des vidéos, ce compare release, les nouveautés. Ben, si vous recherchez, d'ailleurs, il doit être sur le panneau d'arrivée de la release 24. Ben, vous trouverez référence aux éléments d'ailleurs dont on a parlé pendant cette heure. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller. Ça va être votre site de référence d'information pour JDE par l'éditeur. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je me permets une petite question. Oui, je vais lever la main. Je me permets une petite. Le bonus, les scripts d'intégrité des bases de données, oui. C'est forcément lié à l'installation des derniers tools ou pas? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Là, c'est vraiment un add-on que j'ai fait parce qu'il me paraissait intéressant d'en parler, mais c'est pas du tout lié aux derniers tools, non. Très bien. Après, il y a du paramétrage technique au niveau de l'administrateur pour installer les scripts et puis faire le lien avec évidemment avec votre base de données, puisque, hein, comme on le voit, ça déclenche des requêtes dans la base de données, mais c'est pas du tout lié à la release 24 en tant que telle. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, bah, écoutez, merci de votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que le replay de la vidéo sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Puis évidemment, on était en mode overview et n'hésitez pas à nous contacter directement pour avoir des détails sur telle ou telle fonction qui vous intéresserait plus particulièrement. Voilà. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à notre newsletter JDE via notre site web pour suivre un peu l'actualité, recevoir justement les notifications
pour les prochains webinars et sur les nouveautés. Donc voilà, je vous mets le lien dans le chat. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins JPE. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Philippe. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.